Eh bien, bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo d'urologie. Aujourd'hui, nous allons parler d'hypertrophie bénigne de la prostate. Alors, cette vidéo sera divisée en deux parties en raison de sa longueur. Je voulais simplement signaler que je me suis basé sur le collège des enseignants d'urologie, qui est sorti cette année, qui est d'excellente qualité, qui est votre référence pour le CN, et qui est en phase avec les pratiques en cours chez les urologues. On débute par quelques généralités, donc l'hypertrophie bénigne de la prostate est, comme son nom l'indique, une affection bénigne. On parle d'hyperplasie de la zone de transition. La zone de transition, c'est la zone qui est autour de l'urètre prostatique, à ne pas confondre avec la zone périphérique qui est elle concernée par le cancer de la prostate. On parle d'un adénomyofibrome, en fait c'est une hyperplasie des glandes périurétrales et des cellules musculaires lisses. On a deux notions à bien intégrer. La première, c'est qu'il n'y a pas de lien entre la taille de la prostate et les symptômes urinaires. Donc on peut avoir des patients qui ont des petites prostates et qui sont très gênés, et des patients qui ont des grosses prostates et qui sont peu gênés. Il faut également retenir qu'on n'a pas de lien entre l'hypertrophie bénigne de la prostate et le cancer de la prostate. Alors pour la partie clinique, une grande part du diagnostic est faite, comme souvent en médecine, à l'interrogatoire. Donc on va d'abord interroger le patient sur sa symptomatologie, on va lui demander combien de fois il va uriner la journée, combien de fois il se lève la nuit. Est-ce qu'il force pour uriner? Est-ce qu'il a remarqué que son jet était faible? Ensuite, on a un questionnaire validé qui s'appelle le questionnaire IPSS, qui nous permet de quantifier l'intensité des symptômes. Donc le patient va remplir ce questionnaire, et puis à la fin, vous allez pouvoir calculer une intensité légère, modérée à sévère de la symptomatologie du patient. Quelque chose qui est très important, c'est également l'évaluation de la sexualité du malade, qui est recommandée aujourd'hui dans le bilan de l'hypertrophie bénigne de la prostate. Et puis on a un élément important en urologie et principalement pour l'hypertrophie de prostate, qui est le toucher rectal. Alors on a deux visées. La première, c'est de mesurer la taille de la prostate au doigt. Avec l'expérience, on peut quantifier et corréler la taille de la prostate avec un volume prostatique en grammes ou en millilitres, c'est la même chose. Et puis ça va nous permettre également de déceler une éventuelle pathologie néoplasique. Alors sur le plan de la clinique, on divise les signes fonctionnels en trois phases, avec une nouvelle terminologie cette année. Donc la phase de stockage qui était anciennement la phase de remplissage, la phase de vidange qu'on appelait auparavant la phase mictionnelle, et la phase post-mictionnelle qui n'a pas changé de nom. Donc pour ce qui est de la phase de stockage, les patients vont se plaindre variablement bien entendu, de pollakiurie diurne et ou nocturne, de nicturie, éventuellement d'un syndrome d'hyperactivité vésicale. Pour ce qui est de la phase de vidange, la plainte principale c'est la dysurie, c'est des patients qui ont des difficultés à uriner. On peut se plaindre d'un jet faible, d'un jet haché, donc une miction en plusieurs temps, des patients qui vont avoir un retard à l'initiation de la miction, ou qui vont avoir besoin de pousser pour uriner. Et puis au niveau de la phase post-mictionnelle, il y a des patients qui se plaignent d'une mauvaise vidange vésicale, ça veut dire qu'ils sentent que la vessie n'est pas vidée après la miction, ou alors des gouttes retardataires, c'est-à-dire qu'ils surviennent après avoir uriné. En ce qui concerne le bilan paraclinique, il a beaucoup changé. Avant, c'était plutôt simple, on avait 5 examens complémentaires à proposer à un malade devant une hypertrophie bénigne de la prostate. Aujourd'hui, on a 4 catégories. On a un bilan initial chez le médecin généraliste, un bilan initial chez l'urologue, des examens à proposer dans le suivi, et enfin un bilan préopératoire. Alors en consultation de ville, les choses nécessaires à proposer au malade, donc on débute toujours par l'interrogatoire avec les SBO, donc les symptômes du bas appareil urinaire, également un interrogatoire dirigé vers la sexualité du malade. Ensuite, il faut proposer systématiquement un toucher rectal, afin d'une part de quantifier le volume prostatique et puis de rechercher une pathologie néoplasique. Et ensuite, il faut proposer un ECBU, donc une analyse d'urine, parce qu'une prostatite, une infection urinaire masculine, peut mimer des signes du bas appareil urinaire. Ensuite, on a des examens qui sont dits optionnels, comme le dosage du PSA, de la créatininémie et l'échographie des voies urinaires. Le calendrier mictionnel est lui obligatoire si on a des symptômes du bas appareil urinaire de la phase de stockage qui prédomine. Pour ce qui est du bilan initial chez l'urologue, alors on conserve l'interrogatoire avec les symptômes du bas appareil, la sexualité, le toucher rectal bien évidemment. Le CBU reste, mais l'urologue doit également proposer au patient une débimétrie avec mesure du résidu post-mictionnel. Alors l'urologie, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de passer dans cette discipline, mais c'est
Une spécialité qui est très intéressante, très variée, et dans laquelle on peut faire beaucoup de choses nous-mêmes à la consultation, puisqu'on dispose d'un débitmètre, d'un appareil d'échographie, et on peut donc quasiment réaliser notre bilan d'hypertrophie bénigne de la prostate tout seul. Donc ensuite, des examens optionnels à réaliser chez l'urologue, on a le PSA, la créatininémie, comme chez le médecin généraliste. Ensuite, on a l'échographie des voies urinaires qui s'entend par voie abdominale, donc qui permet de rechercher une dilatation des cavités piélo-calicielles, de regarder la vessie, détecter d'éventuels polypes ou diverticules. Ensuite, on a l'échographie endorectale à réserver au gros volume prostatique. Et puis ensuite, l'urétrocystoscopie, qui peut se pratiquer à la consultation sous anesthésie locale, ainsi que le bilan urodynamique. Alors il ne faut pas confondre le bilan urodynamique et la débimétrie. La débimétrie, c'est une composante du bilan urodynamique, mais qui comprend également la cystomanométrie et la profilométrie urétrale, qu'on verra dans une autre vidéo. Dans le suivi d'une hypertrophie de la prostate, il est très important d'interroger le patient pour savoir où il en est de ses troubles. Est-ce que les médicaments ou le traitement chirurgical l'ont amélioré? On peut proposer de façon optionnelle un toucher rectal, un dosage du PSA, de la créatininémie, ainsi qu'une débimétrie avec mesure du résidu postmictionnel. Avant d'opérer votre patient, le bilan est un peu plus exhaustif, donc le toucher rectal est toujours nécessaire. Le bilan biologique avec le PSA et la créatininémie sont obligatoires, le CBU également. À noter qu'avant toute intervention chirurgicale urologique, on réalise une analyse d'urine. On traite les bactériuries asymptomatiques dans ces cas-là. Ensuite, dans le bilan préopératoire, la débimétrie et la mesure du résidu postmictionnel sont obligatoires, on va les voir dans la diapo suivante, ainsi que l'échographie des voies urinaires, afin de rechercher une dilatation des cavités piélo-calicielles. Ensuite, dans les examens optionnels, l'échographie endorectale pour les gros volumes prostatiques, l'urétrocystoscopie, qu'on ne propose pas évidemment à tous les malades, ainsi que le bilan urodynamique. Alors, premier examen complémentaire important chez l'urologue, je dirais même indispensable, c'est la débimétrie, qui se réalise à l'aide d'un appareil qu'on appelle le débitmètre. On va faire uriner le patient dans cette petite cuvette, et puis l'ordinateur va nous donner deux courbes. Donc en bas à gauche, je vous ai mis une courbe normale, entre parenthèses c'est la mienne. Donc si vous la regardez bien, vous avez une belle cloche, une miction monophasique, donc en une seule fois. Et si vous regardez les valeurs qui sont juste à côté, vous avez un débit maximal à 30 ml par seconde, avec une miction de 300 ml et une absence de résidu postmictionnel, donc c'est une miction qui est normale. En revanche, à droite, je vous ai mis une miction pathologique, si vous regardez bien, donc là vous n'avez pas l'aspect de cloche, vous n'avez pas l'aspect monophasique, vous avez une miction en 3 temps, donc une petite miction avec un arrêt, une petite miction avec un arrêt, une petite miction avec un arrêt. Et si vous regardez les chiffres, vous avez un débit maximal à 8 ml par seconde, avec une miction qui a duré 48 secondes, et un volume uriné à 126 ml. Donc ce sont des chiffres qui sont pathologiques, et c'est le genre de courbe de débimétrie qu'on peut retrouver chez un patient qui a une hypertrophie bénigne de la prostate. En ce qui concerne l'échographie des voies urinaires, alors il y a une partie qu'on peut réaliser à la consultation, l'échographie vésicale par voie suspubienne, et puis il y a une autre partie qui concerne le haut appareil urinaire, que l'on peut soit faire réaliser par un radiologue, soit si l'on s'aguerrit à l'échographie, on peut la réaliser à la consultation nous-mêmes. Donc en bas à gauche, vous avez une échographie rénale, avec un parenchyme rénal en forme de haricot, et puis la partie noire que vous voyez au centre, ce sont les calices et le piélon qui sont dilatés. C'est un signe d'insuffisance rénale chronique obstructive en lien avec l'obstruction prostatique. Au milieu, je vous ai mis une échographie vésicale, donc par voie suspubienne. Donc ce que vous voyez en noir, c'est la vessie, et puis ce que vous voyez bombé en plus clair, c'est un lobe médian prostatique. Donc normalement la prostate a deux lobes, un lobe droit, un lobe gauche, qui se développent avec le temps, et puis dans les hypertrophies bénignes de prostate très évoluées, on a l'apparition d'un lobe médian, donc qui va commencer par obstruer le canal urinaire, et puis qui peut finir par faire protrusion dans la vessie, donc faire un clapet sur l'urètre, ou également réaliser une irritation de la vessie et donner des symptômes d'hyperactivité vésicale. En haut à droite, vous avez aussi une échographie vésicale par voie suspubienne. Là par contre, vous pouvez voir, indiqué par la flèche, un diverticule vésical. Le diverticule de vessie, c'est un peu comme une diverticulose colique, c'est une hernie de muqueuse à travers de la musculeuse, puisque la vessie c'est un muscle principalement, c'est le détrusor. Et donc quand la vessie force, il va se former des petites bulles, des petites hernies, des diverticules,
qui ont la particularité de mal se vider, donc les urines vont stagner à l'intérieur, ça peut favoriser les infections urinaires, ça peut favoriser les lithiases, et puis on peut également avoir des tumeurs qui se développent dans ces diverticules vésicaux. Donc il faut bien penser à les explorer. Si vous êtes un jour urologue et que vous faites une cystoscopie, il faut aller fouiller un peu tous les diverticules. En bas à droite, je vous ai mis une échographie prostatique transrectale que j'ai réalisée quand j'étais en 2e semestre. Et vous pouvez voir une prostate avec un volume de 160 grammes ou 160 cc, c'est la même chose, donc une prostate très augmentée de volume. Pour l'anecdote, c'était un patient qui était peu symptomatique sur ce gros volume prostatique. Alors bien entendu, tous les patients qui présentent des symptômes du bas appareil urinaire n'ont pas d'hypertrophie bénigne de prostate ou pas que une hypertrophie bénigne de prostate, et donc on va rechercher des diagnostics différentiels en fonction des symptômes du patient. Donc un patient qui est dysurique peut avoir simplement une sténose urétrale. Alors, une sténose de l'urètre, ça peut être consécutif à un traumatisme, par exemple un sondage vésical difficile, un corps étranger. On peut avoir souvent des patients jeunes qui ont des maladies du col vésical, avec un col vésical qui est scléreux et donc qui se contracte pas bien, et qui peut provoquer des symptômes à type de dysurie. Ensuite, on a des patients qui ont une hyperactivité vésicale. Alors même si l'hypertrophie bénigne de la prostate peut provoquer ce type de symptômes, il faut rechercher une prostatite. Alors l'hypertrophie bénigne de prostate présente parfois des liens avec une inflammation chronique, mais il faut toujours rechercher une infection urinaire, donc sur l'analyse d'urine et aux touches rectales. On peut avoir également des patients qui ont des lithiases vésicales, donc en fait des calculs qui stagnent dans la vessie et qui vont frotter, irriter la paroi vésicale et faire se contracter la vessie plus que de raison. Il faut bien évidemment penser aux polypes de vessie, donc aux tumeurs de vessie, qui irritent également la vessie et qui peuvent provoquer ces symptômes d'hyperactivité vésicale, ainsi que les vessies neurologiques, donc les patients qui ont des scléroses en plaques, les patients parkinsoniens. Ensuite, ce qui est nouveau et qu'il faut rechercher, c'est chez un patient qui présente une nicturie, il faut penser au diabète, et donc il faut proposer à ces malades un calendrier mictionnel, afin de vérifier que le patient a bien des symptômes d'hypertrophie bénigne de la prostate, et pas simplement une polyurie par exemple, qui pourrait être en lien avec un diabète. Alors comme toute pathologie, l'hypertrophie bénigne de prostate peut se compliquer. La complication aiguë la plus connue, c'est la rétention aiguë d'urine. Alors cette image-là est très impressionnante, je vous rassure, c'est rare, même si il m'est déjà arrivé d'évacuer un globe de 3 litres. Donc le traitement, bien entendu, de la rétention aiguë d'urine, c'est le sondage vésical. Et si celui-ci est impossible ou contre-indiqué, la mise en place d'un cathéter suspubien. On a également l'hématurie macroscopique. Alors l'hématurie macroscopique, ça peut avoir plein de causes, mais l'hypertrophie bénigne de la prostate, c'est un diagnostic d'élimination. Ça veut dire qu'on ne peut pas dire « ce patient saigne et il a une grosse prostate, il saigne parce qu'il a une grosse prostate ». On va d'abord devoir éliminer toutes les causes d'hématurie macroscopique, et si on n'en trouve aucune, à ce moment-là, on pourra incriminer son hypertrophie bénigne de la prostate, mais jamais en première intention. On a également des infections urinaires qui peuvent être provoquées par l'hypertrophie bénigne de la prostate, parce qu'on a un obstacle à l'écoulement des urines, donc des urines qui stagnent et qui peuvent s'infecter plus facilement. Dans les complications chroniques, alors il y a cette très belle image du CHU de Reims qui permet d'illustrer ces 3 complications chroniques, donc une vessie rétentionniste. La prostate, c'est un obstacle à l'écoulement des urines, donc la vessie va avoir du mal à se vider, les urines vont stagner. Le stade évolutif de la vessie rétentionniste, c'est la vessie de lutte. La vessie, c'est un muscle, le détrusor, et plus elle va forcer pour évacuer les urines, plus ce muscle va se développer, s'hypertrophier, et quand vous ferez une échographie, vous verrez une vessie avec des parois épaissies de façon homogène, qui peut être un signe de lutte, de vessie de lutte. Ensuite, on peut avoir des diverticules vésicaux, donc c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, vous en avez un ici, qui est matérialisé par la lettre D. Ici, vous voyez à l'intérieur ces espèces de trabéculations, en fait c'est des travées musculaires du détrusor. Puis ensuite, on peut avoir des lithiases vésicales. Alors pareil, comme les urines stagnent, mais on peut avoir des petits dépôts qui vont finir par provoquer des calculs. Donc là, ces calculs sont dans un diverticule, mais ils peuvent être parfaitement dans la vessie. Ici, simplement pour l'anecdote, vous voyez le trigone avec les orifices urétéraux. Ici, une grosse prostate avec un lobe médian qui fait saillie dans la vessie, et puis des lobes prostatiques hypertrophiés. On peut avoir également, c'est plus rare, mais il faut la rechercher, une insuffisance rénale chronique obstructive avec un obstacle à l'évacuation des urines qui va finir par dilater le haut appareil. Alors sur cette image, bien entendu, si vous avez un patient qui est insuffisant rénal chronique, vous n'allez pas injecter le scanner, mais c'est parlant avec un temps tardif urinaire.
Vous voyez ici le parenchyme rénal en noir, pareil de l'autre côté, et là une dilatation des cavités rénales, avec du produit de contraste qui remplit bien les calices et les piélons. Donc vous voyez ces reins qui sont dilatés de façon chronique par l'hypertrophie de la prostate. Voilà, c'est ainsi que s'achève cette première partie de cours sur l'hypertrophie bénigne de prostate. On se retrouve très vite pour une seconde partie.